Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr, l'ami beau gosse. Comme vous le savez, il est là pour mettre un peu de bonheur dans notre vie. J'espère que tout le monde a un Kerr dans sa vie. Du coup, comment tu vas, mon cher Kerr ? Bonjour à tous, ça va très bien, merci. On est là pour parler de l'actu ciné série de la semaine encore chargée. Et on l'espère divertissante. C'est toi qui commence, mon cher Greg. Alors moi je voulais mettre le highlight sur un petit film de Netflix avec Jamie Foxx en star, Malachi Beasley, qui est un film qui est en tournage en ce moment au New Jersey. Netflix a annoncé tout le casting. Il y a Shea Whigham, il y a Dan Perrault, il y a Will Chase, Algley Smith, Jamie Cope et Michelle Edwards. Si ces noms vous disent quelque chose, c'est que je les ai bien prononcés. S'ils ne vous disent rien, c'est que j'ai massacré tous ces noms les uns à la suite des autres et j'en suis désolé. Et en fait, c'est quoi ce film ? Eh bien, c'est un film dont le pitch que j'ai trouvé vraiment intéressant. Alors, c'est quoi ? Donc, c'est visiblement tiré d'une histoire vraie. L'équipe de Jeux Olympiques de boxe de 1980 est morte dans un tragique accident d'avion et du coup en fait pour les JO de 1984 il a fallu reformer toute une nouvelle génération de boxeurs américains et ils ont, attention spoiler, gagné. Et donc c'est cette montée en puissance et c'est de cette tragédie qu'on va voir ces esprits de champions venir à gagner ces médailles d'or. Je sais pas si toi le pitch te parle, mon cher Kerr, mais moi j'ai trouvé ça je savais pas que ça avait eu lieu et je trouve que ça donne un pitch de film de fou. Oui, ça donne envie de le voir, ouais. Moi je suis d'accord avec toi. Et puis Jamie Foxx et les films de sport, il faut pas le minimiser parce que c'est quand même l'enfer du dimanche, qui est quand même un film exceptionnel qui m'a en tout cas beaucoup plu à moi. Donc de le revoir au cinéma, ça me chauffe très vite. Allez, je te redonne la balle. Mon cher Kerr, quelle est ta première news ? Moi, je vais vous parler de K-Pop Demon Hunters, qui est un phénomène. On a largement parlé, notamment dans la vidéo sur l'été, un peu récap, d'ailleurs, qu'on vous invite à regarder. Et en fait, K-Pop Demon Hunter prend des proportions telles que Netflix a enfin réussi à discuter avec AMC et décidé, a priori, de travailler avec AMC. AMC, c'est quoi ? C'est la chaîne principale de multiplex aux États-Unis. Et AMC Netflix, c'est une guerre froide depuis toujours. Et là, ils sont décidés à travailler ensemble. Pourquoi ? Pour diffuser dans les cinémas AMC K-Pop Demon Hunters dans au moins 400 salles pour Halloween. Et ça serait donc une diffusion de K-Pop Demon Hunters version karaoké. Voilà, le mot m'échappait. Bon. Pour ceux qui aiment K-Pop Demon Hunters. Mais ça ressemble à quoi du coup cool. Tout le monde est dans la salle en train de chanter et tout ? Ah oui, je pense, oui. Vu le succès de la version karaoké sur Netflix, donc moi si j'y vais, je plombe beaucoup de gens qui le font à la maison. Donc je pense qu'au cinéma, les gens... Tu te rends compte que ça serait très drôle. Le gars qui a eu l'idée de sortir la vidéo sur Netflix du film en mode karaoké, déjà juste lui, tu te dis, il a peut-être pour peut-être 2000 € de frais de monteur qui va rajouter les sous-titres, il a refait le deuxième plus gros succès de Netflix à ce moment-là. Enfin, je dis deuxième plus gros succès, à mon avis, top 20 des plus gros succès du moment, quoi. Alors, c'est le truc qui s'est placé dans le classement top Netflix qui leur a coûté le moins cher de l'histoire de la vie d'une plateforme. Et alors moi j'ai lu, mais j'ai pas vérifié, donc il faudrait creuser le truc. Mais à mon avis, il y aura, si c'est confirmé, ça sera Netflix en parlera. Mais a priori, c'est les deux plus gros succès de Netflix cette année. Donc que K-Pop Demon Hunter soit le plus gros succès de l'année, c'est une évidence, mais je pense que l'autre est derrière. Ils ont pris le samouraï, le ninja international du sous-titrage, qui a fait les plus beaux sous-titres du monde. Il leur a coûté quoi ?
Même 100 000 euros, même si c'est genre un esthète, le mec et tout, il dit un mot par jour, mais par contre il te fait un truc de ouf. Même si, imagine, il n'y a jamais un truc qui a coûté aussi peu cher pour faire un aussi gros carton. Ah, c'est la meilleure idée marketing, hein. Le mec il doit garder son taf pour toujours, hein. Il a une idée par an, alors celle-là elle fait le succès de Netflix, quoi. Mais je pense qu'il peut garder son taf pour toujours, même s'il a plus d'idées, hein. Ah ouais, Parce non, que là, avec tout ce qu'il a ramené comme thune. non, mais c'est bon, Jeff. là, Va pas dans son bureau, il a des tigres vivants et des belettes, mais par contre, il a des idées de ouf parfois, donc personne veut l'embêter. Ouais, c'est ça. À toi. Et nettoie après lui la photocopieuse parce qu'il fait des photocopies cheloues. Ok, donc du coup, eh bien, on enchaîne. Eh bien, on va parler. On a fait une vidéo il y a pas longtemps sur le trailer et sur les informations sur le chevalier des 7 royaumes, Knight of Seven Kingdoms pour Game of Thrones. Eh bien, sachez que dans cette vidéo, on a annoncé qu'il y aurait pour la première fois 2 séries GOT qui seraient en 2026. Donc, on a un peu plus d'infos. On sait que donc la série devrait sortir mi-2026 pour House of the Dragon. Donc, c'est ça dont je parle. Et que cette saison 3 sera l'avant-dernière. La saison 4 sera la clôture. Ils ont encore annoncé qu'il y aurait de nombreuses scènes inédites sur cette série. Et ce qui, à mon avis, doit faire plaisir moyen à George R. R. Martin, puisque on sait que déjà à la fin de la saison 2, il avait fait un post de blog pour dire que les changements qui avaient eu lieu allaient en avoir un impact très important sur la fin de la série. Et Kerr et moi, ayant lu le livre, on vous confirme qu'effectivement, certains changements ont un impact. Alors c'est marrant parce que les changements qu'ils ont faits, dont on a l'impression qu'ils ont les plus gros impacts, ne sont pas du tout ceux dont parle Martin. Mais il a raison. Plus de scènes, pardon ? Bah, il a complètement raison. Il y a un détail qui change tout. On en a parlé dans la vidéo à ce propos d'ailleurs. Et du coup, le sujet qui est en dessous, c'est donc encore des scènes inédites. Et puis Kerr, tu avais le nombre d'épisodes et d'autres informations. Oui, alors déjà, le tournage vient de se terminer. Tournage très long, hein, ce qui explique que la série sorte aussi tard. Tu disais le nombre d'épisodes. Il y en a 8 dans cette saison. Donc voilà, et alors tu as parlé de scènes qui étaient ajoutées, ok, très bien. Bon, c'est déjà moi, tu dis ça me paraît absolument évident, tant la série, si ils adaptent réellement ce qu'il y a dans le bouquin, va coûter un bras monumental. Je pense que là, on explose le record absolu du budget de la série la plus chère de toute l'histoire, parce que Fire and Blood, à ce moment-là dans le bouquin, ça part juste en succession de batailles entre armées, avec dragons, destruction de villes, scènes de chaos, des massacres. Enfin, à filmer, ça doit être absolument incroyablement cher. Bataille dans les airs, bataille en plus, il y a des batailles partout. Enfin, dans les forêts, dans les villes, dans la mer. Enfin, sur la mer. Le seul truc qu'ils font pas, en fait, là, en y réfléchissant, c'est sous l'eau. Tu vois, il n'y a pas genre... les Atlantes de Westeros qui arrivent avec leur armée et tout. Ça, on l'a pas. Mais du coup, la saison aurait dû coûter un prix tellement délirant que bien évidemment, ils ne le feront pas comme ça. Et le truc, comment tu t'imagines, toi, comment ils vont faire là, ils n'auront pas le budget. J'ai l'impression qu'ils ont déjà un peu répondu à cette question, c'est-à-dire que on a vu dans la saison 2 une très grande bataille qui s'est passée juste en off. On a un groupe de jeunes qui chauffe un autre groupe de jeunes, ça coupe et on voit un champ de bataille avec des centaines et des milliers de décès. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils vont traiter le reste. Hein. Tu disais, sais pas, il y a certaines... Le truc, c'est que... Alors, oui et non, c'est-à-dire que les batailles, en fait, il y a un truc qui est pour nous et qui les limite dans ça, c'est que les batailles dans le bouquin où un personnage majeur saute, et vous vous doutez bien que là, sur toute la série du casting, en fait, il faut faire des paris sur les 3-4
qui vont survivre en gros. Enfin, moi c'est comme ça que j'avais fait les paris quand je lisais le bouquin, parce que on se doute bien qu'il va y avoir pléthore de morts. Ces morts-là, tu peux pas les mettre, tu vois, dans des batailles qu'on voit pas. T'es obligé, enfin il est obligé qu'il y ait une scène épique. Enfin il y a plein de batailles qui sont absolument pas envisageables, juste racontées par exemple. Je peux pas donner des exemples concrets, mais là, il y en a un qui me vient en tête, qui est absolument évident. Et rien que celle-là, par exemple, va coûter à produire. Mais clairement, ça va des pas être sacs le de cas. dollars, hein. Ils vont raconter, ils vont dire, oh là là, la bataille qui s'est passée à tel endroit. Oh là là, ça a été terrible. Venez les enfants, je vais la raconter au coin du feu. Non, mais franchement, ils vont utiliser que des subterfuges comme ça. La série n'est pas l'événement culturel. Il y a trop de batailles qui impliquent des personnages principaux. Il y en a trop. Tu vois, la bataille des gamins que tu as pris, mais c'est que des personnages secondaires. Qu'il y ait une ellipse dessus, au final, c'est dommage, mais on s'en fiche complètement. Par contre, mais toutes les batailles des personnages principaux. Au fond, une bataille et t'as 4 personnages à qui il arrive un truc qu'on voit en focus. Ça ressemble à House of the Dragon. Ça, c'est possible. Le grand combat, comme on a pu voir dans Game of Thrones. Petite partie d'une grande bataille. Ouais, tu vois. Le truc, c'est que concrètement, House of the Dragon, en termes d'audience, c'est pas le truc générationnel. C'est pas la série qui chamboule tout, qui casse tout le monde. Non, mais c'est le plus gros de HBO actuellement. C'est le plus gros de HBO actuellement. Ah ouais ? Tiens, tu m'apprends un truc. Oui. Ouais. Ça montre que HBO est pas extrêmement fort en même temps. Non. Là, non. Regarde. Oui, non. En fait, on est piégé par GOT et The Walking Dead. GOT et The Walking Dead, en termes d'audience, c'est des anomalies. Les audiences de GOT, c'est une anomalie pour HBO. Et les audiences au pic de The Walking Dead, c'était une énorme anomalie pour AMC. Il y a toujours une anomalie. Breaking Bad, qui était le plus gros succès d'AMC, a fait 3 fois moins d'audience que The Walking Dead. Mais ouais, mais en fait, c'est le principe de ça. C'est-à-dire que chaque génération, il y a un élu. Non, chaque génération, il y a une série, il y a un Friends, il y a un The Office, il y a un Doctor House, il y a un NCIS. On peut pas comparer avec ça. C'est comme si je te disais, Titanic a fait 20 millions, ton film là, il a fait 3 millions. Désolé, c'est complètement pourrave. Parce que Titanic a fait 17 millions de plus. Ton film qui s'appelle Titanic la suite, le préquel, il a fait 2 millions. Bah ouais, mais c'est Titanic le préquel, j'attendais quand même là, on beaucoup. est d'accord. Mais je pense il a le même générique. Ah bah ouais, c'est vrai que tu mets de côté le fait que quand il y avait GOT, il n'y avait pas toutes les plateformes actuelles, etc., etc. Là, aujourd'hui, on est d'accord qu'il n'y a plus de séries qui fait des audiences énormissimes. Il y a, par exemple, les audiences que faisaient les experts et Grey's Anatomy à l'époque ne sont plus du tout des audiences que peuvent faire les meilleures séries américaines. Squid Game, elle n'a pas les audiences de GOT. Enfin, non. Alors, si. Non, elle a des meilleures audiences que GOT. Mais au global, c'est-à-dire avec le téléchargement et compagnie, parce que le téléchargement sur GOT à l'époque a été complètement dingue. Tu commences à mettre beaucoup de conditions à ton truc. Hein. Une série qui ne serait pas Squid Game, qui serait pas une série vidéo, qui serait une adaptation. T'es obligé de prendre en compte le contexte. On peut pas comparer Netflix avec HBO. Mais bon, si on en vient à ce que je voulais dire, parce que là tu m'amènes sur un autre sujet, moi ce que je voulais juste te dire, c'est que c'est pas une série qui fracasse énorme tout et qui justifie qu'ils disent voilà mon cochon avec ma petite tirelire, saison 2 je mets tout sur la table. La saison 2 a déçu le plus grand monde, c'est-à-dire que elle a normalement déçu la fin de la saison 2. Donc il termine et lance la production de la 3, qui coûte donc déjà assez cher, et il s'engage sur un projet où globalement il y a une petite cassure avec le public. C'est compliqué là pour eux de se lancer dans une saison extrêmement ambitieuse et d'essayer de rectifier le tir. C'est vraiment compliqué, je pense. Bref, toujours est-il qu'ils sont en train de communiquer donc, sur cette saison 3, et on parlait de trucs adaptés ou pas adaptés. Ils parlent de 4 événements majeurs de Fire and Blood qui vont être dans cette saison 3. L'un d'eux, ils l'ont dit, c'est la bataille du gosier. La bataille du gosier, les amis.
Et le truc, c'est que donc là, il y a des théories sur c'est quoi ces 4 événements majeurs. Bon, globalement, pas trop de doutes, sauf si vraiment ils nous sortent un truc improbable. Donc voilà. Voilà les infos sur la série, mon cher Greg. Je vais juste... je voulais pas te couper, je vais juste terminer sur mon propos. En gros, c'est pas la série générationnelle. Elle donne pas envie de casser la tirelire. Si tu te souviens, quand on était dans les pré-productions de House of the Dragon, il y avait la mention que peut-être il y aurait des films goth et tout, et on sentait que sur un malentendu, si c'était un gros carton House of the Dragon, il y aurait pu avoir une espèce de saison qui était un film, exactement comme il se passe avec Demon Slayer, où tu as une saison et ensuite il y a un arc narratif qui est plus ambitieux que les autres, et donc paf, on en fait un film, et ensuite on revient en série. Et accessoirement, Demon Slayer, qui est un exemple qui prouve qu'on peut faire 600 millions au box-office et en même temps avoir cette logique de série, film. Et du coup, le sujet, c'est que je pense que l'ambition était peut-être d'avoir ces grandes batailles comme des films au cinéma. Et là, en fait, quand t'es Warner, où ils sont dans une politique, où ils sont plus dans une politique d'investissement à perte, mais de pure rentabilité, de sauver les meubles, et on en reparlera après, c'est clairement dans ce contexte-là, rien ne les pousse à faire un film, les batailles, elles sont sur le côté, il va y avoir des belles scènes, hein. Moi, je suis pas... j'ai pas peur qu'House of the Dragons va devenir un huis clos, quoi. Spectaculaire. Oui. Même s'il n'y a pas toutes les batailles, ils sont obligés que la saison 3 soit ultra spectaculaire. Mais il y aura les combats la série va être un échec total. Il va y avoir des combats de dragons. Déjà, même quand tu oublies un petit peu le livre et que tu regardes la série, elle tease plus de combats de dragons, plus de trucs. Il y aura ça. Il y a des affrontements des personnages qui sont teasés. Il y a un truc autour de l'œil monde qui est l'œil Dieu. Qui est aussi teasé de manière importante, qui est un truc qu'on ne trouve pas forcément dans ces proportions-là dans le livre. Donc en fait, on sent que la série, elle amène vers ses propres combats, entre guillemets, quoi. Enfin, au sens propre, au sens littéral. Mais est-ce qu'on aura tout ? Ça, j'y crois pas et je te rejoins à 100%. Est-ce que tu veux enchaîner avec une news suivante, mon cher Kerr ? Non, vas-y, je te laisse. Eh bien, je vais enchaîner pour tout simplement parler de Harry Potter. Harry Potter, mon Dieu, Harry, mais tu es un audiobook, Harry. Et donc, je vais vous parler de l'audiobook qui sort le 4... j'ai plus ma fiche. Le 4 novembre, excusez-moi. Donc, le 4 novembre 2025, il y a l'audiobook qui sort en anglais, qui est l'adaptation totale du livre 1. Et vous allez me dire, mais ça existe déjà, les audiobooks ? Oui, mais c'est la version où chaque personnage est joué par un acteur différent. Et alors, il y a un casting de Fifou Dingo. Il y a Hugh Laurie en Dumbledore. Donc, c'est Dr House qui est là pour voir un petit peu les problèmes médicaux de Harry. Ce n'est pas ça, Harry. Et donc Matthew McFadden qui va jouer Voldemort, Riz Ahmed qui va jouer Rogue, Michel Gomez qui joue McGonagall, Kit Harington, Simon Pegg, James McAvoy, Matt Berry et Keira Knightley qui joue Dolores Ombrage. Alors pour info, Keira Knightley est un peu dans la tourmente en ce moment. Dans chacune des interviews qu'elle a, eh bien, ils sont en train de la saucer en disant mais est-ce que vous êtes d'accord ou contre les propos de J.K. Rowling? Et du coup, elle répond avec intelligence que c'est pas sa guerre. Elle est juste là pour faire un personnage et que les avis de chacun sont les avis de chacun. Et du coup, le truc, c'est que quand on voit le boxon que c'est pour sortir un audiobook, je sais pas ce que tu penses de ça, mon cher Kerr, mais ça sent très très chaud autour de la communication pour la série, même si, prenons des pincettes, puisqu'il y a eu un boxon intersidéral et beaucoup plus important que pour les audiobooks, pour la sortie des jeux vidéo. Oui, parce que les audiobooks, j'ai même pas entendu parler de la polémique. Et mais es-tu connecté aux internets anglais, puisque c'est des interviews en anglais? Bah...
Et du coup, le la truc, c'est que... polémique sur Hogwarts, j'en ai entendu parler donc c'est là où des centaines de fois. Celle-là, Exactement. j'en ai jamais entendu parler. C'est mon propos, c'est que là, on a une polémique qui est quand même beaucoup moins forte que celle de Hogwarts, et ça n'avait pas empêché Hogwarts d'être un énorme carton financier. Donc effectivement, les polémiques ont l'air d'être toujours très 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 présentes autour des œuvres Harry Potter maintenant, mais ça n'empêche pas effectivement les succès financiers. Moi, à titre personnel, j'ai hyper hâte d'écouter cette version audiobook. Et le truc, c'est que la série, est-ce qu'elle va vraiment être... On va avoir un succès terni par ces problèmes de communication. Est-ce que toi, tu penses que au final, c'est du bruit d'Internet? Est-ce que ça va avoir un vrai impact sur ces œuvres? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va impacter la série? Non, je pense pas. Il y aura la communication sera soignée. Ça va rester sur les réseaux sociaux. Mais ça sera là, oui, en toile de fond, bien évidemment. Quelle est ta prochaine news, mon cher K? Puisqu'on parlait du budget de House of the Dragon et des difficultés que va avoir la série à adapter correctement le bouquin, je vais vous parler d'une autre série qui a annoncé son budget, il est huge. C'est la saison 4 de The Witcher qui débarque le 30 octobre sur Netflix. Peut-être l'avez-vous noté dans votre agenda. Moi, pas du tout. Enfin, j'ai été vacciné, hein, je le dis, voilà. Mais le truc, c'est que Netflix a communiqué le budget de cette saison 4. Donc, on rappelle, hein, Liam Hemsworth prend la place d'Henry Cavill. Et visiblement, il coûte très très cher, Liam Hemsworth, parce que le budget est de 221 millions de dollars annoncés. Ça est 27 millions de dollars par épisode, c'est 50 millions de dollars de plus que la saison 2, par exemple. Donc, après, oui, peut-être que cette saison va être très spectaculaire et visuellement impressionnante, et donc on va voir qu'il y a de l'argent qui a été mis sur la table, ou peut-être que c'est un budget encore à prendre avec beaucoup de pincettes, comme beaucoup de budgets en ce moment, et ça on vous en a déjà parlé plein de fois. Voilà pour The Witcher. Qu'est-ce que j'ai d'autre alors, à évoquer, tu sais, sur The Witcher, pour réagir, il y a des spécialistes d'analyse des bandes annonces, et je dis ça avec des pincettes, qui disent qu'ils ont analysé la bande-annonce de The Witcher, la nouvelle saison, et que maintenant, tout semble indiquer que Geralt a une place vraiment mineure dans la série, et que le focus est sur les autres personnages. Alors, j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu plein de personnages, de là à ce que la bande-annonce permette d'assurer de manière vraiment virulente que oui. Enfin, je sais pas comment ils font, quoi. Je sais pas si toi t'as eu ce ressenti-là, mais du coup il y a vraiment... Non, alors évidemment... J'ai pas regardé. Hein. Ah ouais? J'ai pas regardé la bande-annonce. Et du coup, en fait, vraiment, le truc... j'en ai rien à faire de cette saison 4. Je vais la regarder, mais... Bah ouais. Mais je vais la regarder en faisant autre chose. Hein. Ça y est, hein, The Witcher est rentré dans la catégorie des séries que je regarde en faisant autre chose. Bah je suis pas d'accord avec toi. Moi je trouve ça extrêmement intéressant. Je le ferai quand même. Non, mais tu fais exactement ce que tu veux. Le truc, c'est que moi, de mon côté, je suis extrêmement curieux, vraiment, mon envie de regarder les séries, de voir comment elles se font. Là, il y a un truc qui est fou et qui est très symptomatique de aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, on a une série où on a un acteur, donc Henry Cavill, qui est hyper aimé, qui est l'acteur qui porte la série. C'est une série, ils mettent du budget pour acheter la licence, du budget pour avoir Cavill. Cavill est fan de la licence. Il quitte la série avec énormément de sous-entendus parce que il serait pas lore accurate, il ferait un peu ce qu'ils veulent avec l'histoire et tout. On regarde la série, c'est extrêmement vrai. Ils font n'importe quoi avec l'histoire des bouquins. On se demande pourquoi il adapte de telle manière. Il se barre. On a une showrunneuse qui a annoncé que la série avait maintenant ses propres fans qui étaient différents des fans des livres. Truc qui est un peu chelou parce que en fait qu'il y ait des gens qui aiment bien la série, ok, mais pourquoi les mettre contre les fans des livres, parce que c'est quand même une œuvre qui s'appelle The Witcher. Parce que les fans des livres critiquent la série parce que la série n'est pas oui, mais pourquoi n'est pas de qualité.
Mais pourquoi eux, ils vont... C'est quand même leur public, les fans de The Witcher. Pourquoi se les mettre à dos? Donc c'est ça que je comprends pas. Ils les ont perdus. En fait, la série est mauvaise, donc les fans de The Witcher se détournent de The Witcher, de la série. Et du coup, pour moi, c'est la saison 4, là. C'est la saison où la showrunneuse a tout approuvé, Netflix a tout approuvé. Enfin, il y a vraiment des enjeux pour montrer, parce que c'est censé... Je pense que Netflix veut laisser mourir le bébé dans un coin. Hein. Mais vraiment, en fait, rappelons-nous des annonces de Netflix sur The Witcher. Ils avaient pas eu les anneaux de pouvoir. Il y avait eu ces enchères avec le Tolkien Estate sur les... De quoi ? Ils sont en train d'annuler les projets The Witcher en douce. Le projet qui était fait avec le rat, avec les rats, et vous voyez bien de quoi je parle, ceux qui ont lu les bouquins, ceux qui ont vu la bande-annonce, est passé sous le tapis, c'est terminé. Il n'y a même pas eu de communication. Le truc a disparu. Ce que je te dis, c'est que là, cette saison, si ce que tu disais était la seule vérité, en fait, la saison, elle aurait 100 millions de budget. Là, ils arrivent, ils disent ouais, il y a un budget de ouf. Ils essayent. Tu dis dans chaque vidéo qu'il faut se méfier des annonces de budget. Je dis la même chose et là tu me dis bon ben là il y a 200. On peut aussi se dire que le budget il est pas plus gros qu'avant. Ils veulent pas non plus que la série se termine en production ridicule bulgare, tu vois. Alors, on est d'accord. Regarde, je vais vraiment dans ton sens, on est d'accord. Je pense que cette annonce de budget, c'est à vérifier, mais ils ont sans doute, si on allait éplucher comme on l'a fait sur les dernières œuvres, on verrait qu'ils ont tourné dans des zones où plus tu annonces un gros budget, plus tu as des défiscalisations, etc. Potentiellement. Il faudrait vérifier, je l'ai pas fait. Le truc, c'est que dans les faits, mettons que le budget, il a pas bougé. Tu as raison, il n'a pas bougé. En fait, si vraiment il croyait plus à la série, il se serait peut-être pas amusé à remettre 150 millions vrai argent sur la table pour la série. Mais il y a peut-être un pari Netflix qui est de bien faire les choses, de redonner une seconde chance à la série, à la licence. Mais là, tu décris Netflix de la belle époque. Maintenant, Netflix, ils arrêtent comme des sagouins. Mais j'y crois pas du tout. Puis c'est surtout que ça marche jamais. Regarde comment Umbrella Academy s'est terminé. Ils ont mis du budget, ils ont communiqué, je me rappelle, sur le budget d'Umbrella Academy la dernière saison, en disant ça va être super et tout. La série, personne n'a regardé. Mais l'anonymat le plus complet. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une grosse série se terminer comme ça. Incroyable. Fait est que j'entends plus parler de The Witcher, je suis pas The Witcher saison 4 étonné que ce soit pareil. Saison finale. De quoi ? J'entends plus parler de la saison 4 de The Witcher que de la dernière saison d'Umbrella Academy. En termes de communication, il y a une caisse de résonance d'Internet qui est plus forte sur The Witcher 4. Non, je trouve pas justement. L'Umbrella Academy, la dernière saison, avait une énorme communication. Énorme. Et là, The Witcher n'a pas encore eu, mais après, on va pas leur en vouloir. La saison 4 n'est pas encore sortie, mais Netflix communique les derniers jours. Et puis après, une fois que la série est sortie, pour pousser la compagnie à la sortie. Mais Umbrella Academy, moi, j'ai très étonné. Justement, ils insistaient. Moi, je me disais, mais ça sert à rien, on s'en fout de cette série maintenant. Et en fait, ça s'est confirmé de ouf en plus. Ils ont fait un pari qui n'a pas du tout fonctionné. Est-ce qu'ils vont refaire la même chose sur The Witcher ? Je sais pas. Et du coup, une fois qu'on a dit tout ça, moi j'ai hâte de regarder la série pour voir est-ce qu'ils ont tenté. Est-ce qu'ils se sont dit c'est la dernière chance, c'est fichu, tout va s'arrêter, on tente, ou alors c'est la Bérésina, ils ont tout abandonné, les histoires ont encore moins de sens, tu vois, enfin le frère Lilson, en fait, c'est un personnage dans le fond. Enfin, je suis vraiment très curieux de savoir comment ils ont géré cette licence qui est chère à mon cœur. Enfin, littéralement, là, j'ai le bouquin qu'on nous a envoyé la dernière fois. Cette série, elle est très... Enfin, ces bouquins, ils sont très, très chers à mon cœur. Enfin, celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Mais les autres, ils sont juste là. Ils sont juste derrière Enfin, je suis très curieux de savoir comment ils vont l'adapter. Bon, si c'est la version 2, si genre ils ont tout lâché et tout, je pense que je terminerai même pas, j'aurais trop mal au cœur. Mais moi, c'est ça, je pense que je vais commencer, pour être honnête, je vais commencer la saison 4 de manière sérieuse, la regarder. En commençant ton ménage, on a compris. Non, sérieux, je viens de dire. Mais après, très vite, il est possible que j'aille la regarder sur le PC en faisant autre chose sur le deuxième écran. Du repassage. C'est tout. Il y a des séries que je regarde comme ça parce qu'elles sont pas suffisamment à la hauteur pour que j'aille
je leur consacre un temps, vraiment une concentration totale, quoi. C'est la vie. Autre news. J'enchaîne, mon cher Kerr, avec une news. Alors, on fait un petit rappel. Il y a Warner Bros. Qui a dit qu'ils allaient se couper en deux. Les trucs qui perdent un peu des sous, qui sont en décélération, les chaînes de télé, Discovery Plus et tout, ça part à droite. Tout ce qui vaut de l'argent, les studios, la gestion des IP, les films d'ici, HBO Max et tout, c'est une autre entité. Et depuis qu'ils ont annoncé ça, il y a plein de gens qui lèvent la main en disant « Oh, mais en fait, moi, l'entité là qui gagne des sous et qui est avec toutes les propriétés intellectuelles, moi, ça m'intéresse. » Et donc, on se retrouve avec l'entité Warner qui représente à l'origine 44 milliards de dollars par là de capitalisation. Et on a Paramount de l'autre côté qui représente à peu près 18. Alors maintenant, Paramount est possédé par Skydance. Donc le bousin, comme on dit, représente 18 milliards. Qui dit, ah bah si vous vous coupez, et bah moi en fait j'ai peut-être les moyens de vous acheter. Et ils font une proposition de fou qui est avec des liquidités, etc. Pourquoi ? Parce que derrière Skydance, il y a la famille Ellison. La famille Ellison, c'est entre autres le grand frère Ellison qui possède... Enfin, la famille possède beaucoup de parts d'Oracle. Et le grand frère, c'est l'homme le plus riche du monde, devant Elon Musk maintenant. Et du coup, eh bien, cette famille Ellison est très intéressée pour créer un gros conglomérat. Et bien, Warner vient de répondre et ils ont dit non, 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 pas intéressé, merci de passer votre chemin, nous on continue de notre côté, elle est là-bas. Donc, et ben, les Ellison, ils se démontent pas, ils disent il n'y a pas de souci, on va revoir notre copie, on va remonter les montants et on va regarder ce qu'on peut faire. Donc, c'est toujours en cours. C'est pas les seuls, hein, les Ellison. Il y a des rumeurs que Netflix serait intéressé pour essayer de trouver des partenaires financiers pour eux-mêmes acheter Warner, sachant que Warner, la grosse entité des deux là, eux, ils ont jamais dit qu'ils voulaient se vendre. Hein. Donc là, c'est juste qu'il y a des poissons, il y a des requins qui ont senti qu'il y avait Paramount, ils font un peu du forcing là quand même. C'est pas terrible. Ouais. Et en fait, le sujet un peu qui est derrière, c'est que Paramount vient d'acheter des médias aux US qui sont plutôt du bord républicain. Il est dit que c'est le petit frère Ellison qui a validé aux proches de Trump qu'il virait Colbert, donc Colbert qui était l'animateur qui fait le plus d'audience des Late Show aux États-Unis, qui faisait tous les soirs des monologues anti-Trump dans son émission, enfin quasiment tous les soirs des monologues anti-Trump, et donc il s'est fait dégager. Donc en gros, ils lui ont coupé son contrat, donc il va terminer sa saison et n'aura pas après. Et donc, il y a effectivement des analyses qui disent mais est-ce que Warner, même s'ils n'ont pas envie, est-ce qu'ils pourront tenir à la fois une pression financière, puisque c'est une proposition financièrement qui devient de plus en plus importante, ou en tout cas, c'est ce que a l'air de promettre les Ellison, et à côté de ça, une pression politique, puisque visiblement, le deal entre les Ellison, la famille Trump, le gouvernement actuel est de plus en plus fort. Pour rappel, le grand frère Ellison, c'est une des personnes qui met le plus au pot pour que les États-Unis puissent tenir la promesse de Trump de racheter la version américaine de Twitter. Donc il y a vraiment une proximité très importante entre le pouvoir et les Ellison. Donc on va voir ce que ça va donner. Évidemment, à Hollywood, quand on redescend au niveau des réalisateurs, des auteurs, des acteurs, ça crée énormément de craintes, parce que si il y a encore plus de concentration entre Paramount, Skydance et Warner, c'est obligé que toutes ces fusions vont faire des postes en doublon, vont faire des projets en doublon qui vont du coup être dégagés. Et disons que, comme on l'avait dit dans les news précédentes, c'est pas la joie Mexico del Sol du côté de Los Angeles. On est quasiment tous les mois en train de battre le record de faible utilisation des studios. Donc voilà ce terrain qui est très très mouvant des productions aux États-Unis. Je t'avoue que quand je me repose toujours quand j'étais ado, que je lisais les ciné live, les studio live, etc., les premières. Studio live, ça existait ? Il y avait ciné live. Non, c'est studio. Studio live, c'est un truc de coiffeur, je crois.
Ah ouais, c'était là où peut-être je les lisais, tu vois, chez les studios. Non, et donc je voulais pas te répondre, mais... Il y avait Première et il y avait Ciné Live, c'était les 3 que je lisais, je crois. Ouais, et Première, c'est sûr, Ciné Live, tu lisais pas les cahiers du cinéma? Et non, j'avoue que j'étais pas le beau gosse du quartier. Au CDI, quand je lisais Ciné Live, j'en ai lu quelques-uns, mais c'était pas mes abonnements, quoi. Au CDI, il me disait, parce que tu aimes vraiment le cinéma, tu lis les cahiers du cinéma. Excuse-moi. J'étais à un ciné-club. J'ai 12 ans, laisse-moi tranquille. J'étais au ciné-club et la présentatrice du ciné-club citait les cahiers du cinéma et tout. Et c'était... Enfin bref. Et donc le truc, c'est que... Alors qu'en fait, en vrai, elle lisait Télépoche. J'en sais rien. Mais c'était le truc, tu vois, dans ma tête, c'était vraiment des esthètes. Non, il n'y avait pas de lecture dans Télépoche. Il n'y avait que les programmes. Télépoche, c'était celui avec les feuilles recyclées sans couleur. Non, ceux où il y avait de la lecture, où c'était chouette, c'était Télé Loisirs. Je sais pas si ça existe encore. T'es sur le dark web, le dark paper. Tu sais qu'il y a des gens qui sont en train de regarder la vidéo en se disant « Mais de quoi il parlait de vieux ?» le malaise, la discussion des papiers. Enfin bref, et donc du coup, quand on est complètement parti. Et donc en fait, quand je pense à moi de l'époque qui lisait Première, qui disait Ciné Live et tout, et avec ces grosses majors qui sont un peu en conflit, tu vois, t'as Paramount d'un côté, t'as Warner de l'autre, machin, etc. Et le truc, c'est que en fait, ils deviennent tous genre une entité. T'as un conglomérat d'un côté, enfin si ça se fait, t'as un conglomérat d'un côté, t'as Disney de l'autre, et piou 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 piou, ils font des combats. Enfin c'est dingue en fait. C'est dingue qu'on en soit à un point où l'industrie, t'as l'impression que il y a genre 4 entités et c'est fini quoi. Par contre, je vois pas du tout le lien avec Ciné Live Première Studio. Parce qu'il y avait énormément d'articles sur justement les majors, sur Warner qui va produire des trucs, sur Paramount, et puis tu avais des vraies cultures de studios. Tu vois, Warner, il y avait les Animaniacs, où quand tu regardais les Animaniacs, tu voyais le château d'eau avec WB. Il y avait, quand tu te déplaçais, par exemple, tu allais à Londres, tu avais le Warner Store, où tu avais les personnages, tu vois, des cartoons Warner, t'avais la Batmobile, t'avais tout l'univers DC qui était à côté. Paramount, c'était un autre délire. T'avais Universal à côté de ça qui était encore dans une autre logique, qui avait ses propres et on a perdu la 20th Century Fox quand même. Pardon ? Et on a perdu la 20th Century Fox. Oui, mais c'est déjà, en fait, ce que je veux dire par là... C'est un délire, il y a eu énormément de changements déjà, il va y en avoir encore plus. C'est qu'il y avait... À cette époque-là, peut-être que je me suis mal exprimé au début, à cette époque-là, il y avait vraiment une culture des studios qui était très marquée. Oui. Alors, je dis pas qu'à Universal, il y avait que des productions d'Universal, c'est pas vrai. Mais des studios qui étaient là depuis des décennies. Mais on sentait une vraie logique. Quand il y avait un film et que tu disais c'est un film Greenlight, et ben en fait, tu sentais que c'était un film qui était fait par des telles ou telles personnes et que c'était un film qui allait être un film indé mais avec du cœur, machin, etc. Les films Disney, c'était des films où ça se finit bien à la fin. Enfin, tu vois, il y avait vraiment des identités. Et là, maintenant, il n'y a plus aucune identité. Tu as juste des catalogues de films, en fait. Et c'est vraiment c'est un peu dommage. Et en fait après, ce qui est pas si mal en vrai, si on se parle entre nous, c'est que ça laisse la place à des nouveaux studios. A24 a une vraie personnalité quand tu vois les films qui sortent. Il y a de plus en plus de studios un peu indépendants qui sont en train de sortir des trucs, et c'est pas si mal. Quand vous regardez, quand on vous dit il y a une nouvelle série qui sort sur Amazon Prime, on sait que globalement ça va pas être ouf. Il y a des vraies logiques, il y a des vraies identités de studios qui sont en train de se développer. N'est-ce pas, mon cœur ? En tout cas, il y a un truc qui me... C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai parlé d'A24, j'ai vraiment fait j'ai fait l'effort de le dire en anglais en ramant de ouf. Et toi qui parles très bien anglais, non, A24, débrouillez-vous, faites avec, et puis c'est tout. Maintenant, je fais comme toi, ça sera A24 tout le temps. Et ben moi maintenant, je vais vous parler de South Park, puisque il s'est passé un truc encore une fois dans la diffusion de cette saison qui est étonnant. C'est quoi ce truc ? C'est qu'en fait, sans prévenir, on a clôturé la saison 27 de South Park, et l'épisode qui devait être un épisode tout à fait classique de la saison 27, est devenu le premier épisode de la 28e saison de South Park. Donc
globalement, cette saison 27 de South Park a débuté donc le 23 juillet avec un épisode qui avait fait énormément marquer, hein, où on voyait le président des États-Unis. Des épisodes qui ont ensuite été des épisodes de grande qualité qui ont été très percutants. Et en fait, South Park vraiment par exemple fait des audiences qu'elle n'avait pas fait depuis très très longtemps. On est dans une période où South Park est très fort et aussi où South Park est très visible dans la presse spécialisée par exemple, beaucoup plus qu'avant, hein, là très clairement. Et il y a eu des trucs dans cette saison où il y a eu par exemple un report de 2 semaines dans la diffusion d'un épisode. Les gens ont crié à la censure et tout, alors que pas du tout. Les créateurs avaient dit non, c'est juste que comme on est en train de nous caler sur l'actualité, et ben en fait on prend du retard, c'est normal, voilà. Et en fait là ils ont fait un truc que moi j'avais jamais vu, c'est ils n'ont pas prévenu, c'est des gens qui ont remarqué ça sur l'affiche de Comédie Centrale. Nouvel épisode, début de la saison 28, des journalistes ont posé la question, la prod a dit oui c'est vrai, c'est le début de la saison 28. On n'a pas vraiment d'explication pour l'instant, mais en tout cas, il y aura toujours ces 10 épisodes de South Park dans l'année comme prévu, sauf que ça sera étalé sur 2 saisons. T'en penses quoi, mon cher Greg ? J'en pense 2 choses. La première, c'est il faudrait qu'on ait un jingle théorie du complot. Est-ce que tu peux me faire un jingle théorie du complot, Kerr ? Tin, 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 tin. C'est la musique d'X-Files. Ça passe, non ? C'est pas la meilleure adaptation de musique d'X-Files que j'ai entendue ces dernières années. C'est la version je l'ai Kazoo. pris un peu n'importe où. Comment tu l'aurais fait la musique d'X-Files, toi ? De quoi ? Vas-y, fais-la la musique d'X-Files. Ah non. Du coup, ce générique est bien trop sinon, long. on fait Buffy. Moi, je préfère Buffy ou Dawson de l'époque. Bon, après, il n'y a pas de complot, mais... De quoi ? Vas-y. De quoi ? De Buffy ? Buffy, ouais. De Buffy. C'est tout, hein. On fait les 2-3 premières notes et c'est tout. Voilà, c'est bien ça, un jingle de complot. Donc, théorie du complot. Alors, il y a une petite rumeur qui est insistante dont on vous parle parce que elle paraît pas déconnante. En gros, le truc, c'est que donc ils sont passés de la saison 27 à la saison 28. Il y a quelques mois, on vous avait dit que du coup, South Park revenait à l'antenne et qu'ils avaient signé un deal avec une diffusion où ils donnaient les droits de diffusion de South Park pendant plusieurs années à Paramount, mais que en échange, du coup, ils devaient également produire les saisons jusqu'à la saison 30. Et donc, la petite théorie du complot en ce moment, c'est qu'en fait, que ce soit de leur volonté ou que ce soit une pression de Paramount, le but, c'est d'aller à la saison 30 le plus vite possible pour couper le deal. Concrètement, ils sont extrêmement critiques de Paramount. Paramount, pour les raisons que j'ai déjà évoquées, la proximité avec Trump, ça doit être chaud patate de garder South Park à l'antenne. Et c'est vrai que pour l'instant, South Park, alors Kerr n'a pas aimé tous les épisodes, moi je trouve que c'est du génie. C'est vraiment une saison incroyable. J'ai dit qu'il y avait un épisode un peu moins bien. Je crois que c'est le 4 qui m'a pas trop plu. Je l'ai trouvé vraiment en dessous des 3 premiers. Voilou. On enchaîne avec Tilly Norwood. Tilly Norwood, qui est donc cette actrice en IA dont vous a parlé Kerr, qui a déclenché énormément de débats, qui a été bannie de l'association, je sais pas comment elle s'appelle, l'association des acteurs canadiens. Elle n'a pas été bannie puisqu'elle avait jamais parti. Oui, non, je veux dire, ils l'ont condamnée. Ils ont dit qu'il fallait interdire toute production. La saga avec elle. Et donc, c'est effectivement les différentes associations de représentation d'acteurs, les syndicats, même pour être plus précis. Et du coup, Ryan Reynolds, lui a décidé de tourner avec Tilly Norwood dans une publicité pour sa marque. Oh, le traître. Il est actionnaire d'un provider d'internet au Canada qui s'appelle Mint. Et il a décidé de tourner avec Tilly Norwood dedans. Et effectivement, les gens pourraient dire le traître et tout comme Kerr. Mais en fait, il est allé chercher une vraie personne qui s'appelle Tilly Norwood. Et la pub qui se veut assez drôle, c'est il ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et il y a Tilly Norwood qui dit bah non, mais moi je suis une personne, quoi. C'est pas ce que je fais dans une pub. Et donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Par contre, je pense qu'il s'est pas fait que des copains. Tu te rends compte ? Du côté je viens de me rendre compte d'un truc. Greg, vas-y. Si les créateurs de Tilly Norwood avaient appelé leur IA Kerr, et ben peut-être que j'aurais fait une pub avec Ryan Reynolds.
T'es passé à Ou ça. toi, Greg. T'es passé à Ouais. ça. C'est dingue. Des Greg, il y en a beaucoup. C'est quand même. dingue. Des Kerr, il Ouais. y en a moins. On enchaîne avec les pubs mignonnes, enfin les pubs mignonnes, les news mignonnes et courtes. Alors la Californie vient de passer une loi pour bannir toutes les publicités qui font trop de bruit et donc de mettre un niveau de décibels, parce qu'ils en avaient marre sur les plateformes de streaming, ils se retrouvaient avec des publicités trop fortes. Et du coup, alors c'est une bonne nouvelle pour nous, puisque toutes les publicités internationales ne vont sans doute pas être remixées. C'est-à-dire qu'ils vont pas baisser le son en Californie puis le remonter partout ailleurs. Donc on peut imaginer que ça a un effet papillon chez nous où du coup le son est contrôlé. Alors je crois qu'il y a déjà des normes en France et du coup ça voudrait dire qu'il y a un deuxième niveau de sécurité pour être sûr qu'on n'est pas au plein milieu d'une pub parce qu'on est en train de regarder Wicked par exemple tu vois, et qu'on s'est endormi et ben paf d'un seul coup il y a une pub sur Vénère sur Disney Plus qui nous réveille. Et bien voilà, sachez qu'il y a encore moins de chances que ça arrive. J'enchaîne avec une autre news mon cher Ken. Il y a Attends, des moi annonces... j'ai une remarque. Vas-y. J'ai une remarque, je me suis fait cette remarque-là. En fait, je regarde le Only Murder in the Building sur Disney+. Sur mon profil, j'ai vu tous les épisodes d'Alien Earth. J'ai des pubs constamment pour Alien Earth. C'est une vraie faille du système. Là, il faudrait vraiment que les pubs des programmes qu'on a déjà vus ne nous soient pas proposés, là. Ça ne sert absolument à rien, là, ce qu'ils sont en train de faire. Ils me proposent à moi, qui ai déjà vu le truc, de m'ambiancer pour un truc que j'ai déjà vu. Mais m'arrêtez. Alors, je pourrais rentrer dans le détail des ad serveurs et de comment ça sert les pubs, mais en fait, ils peuvent, à mon avis, tout simplement pas cibler les gens en sachant est-ce qu'ils ont regardé la vidéo en question ou pas, puisque, alors, les plateformes de streaming ont peut-être inventé un truc de Vénus, mais à l'époque où je gérais Gaming Live, quand on avait fait le deal avec les différentes plateformes de services de publicité, en gros, tu as le navigateur d'un côté, tu as le player. Donc, par exemple, on avait fait un deal pour nous amener sur Dailymotion au début, puis sur Twitch après. Et de l'autre côté, tu fais un deal avec ta régie qui, elle, envoie des pubs, etc. Et en gros, la régie ne sait pas ce qui se passe en vidéo à ce moment-là. Elle savait pas qu'on était en train de faire. On avait créé une émission sur, Pokémon, Street Fighter ou autre. T'as vraiment ils savent pas. Donc en gros, c'est pour ça que tu peux te retrouver avec des publicités pour des trucs que t'as déjà regardé. C'est du direct et pas du direct. Ils peuvent programmer quand même. Ils peuvent pas programmer le lancement d'une pub en fonction de ce que t'as regardé. Alors. Si quelqu'un est mieux renseigné et qu'il y a eu des avancées technologiques sur les 6 dernières années, qu'ils le disent en commentaire, à mon époque, donc il y a 7 ans, en gros, les ad serveurs, il n'y a pas d'historique, ne serait-ce que parce que ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que dans ta télé, il log tout ce que tu regardes, qu'il le log à ton profil publicitaire. Donc à ce moment-là, en fait, c'est des trucs, tu sais, quand oui, tu en fait, dis, ça n'est possible que si c'est Disney qui gère le lancement des pubs. Voilà. Eux, ils ont accès à mon historique. Alors, ils ont accès à l'historique, ils ont sans doute une régie pub eux-mêmes, mais il faut que les deux puissent se parler, ce qui est déjà un problème technique. Et de deux, il faut qu'ils aient le droit. Parce que tu as plein de trucs en Europe, où on a, pour le coup, l'Europe, c'est vraiment chouette pour ça. Tu as le fait de pouvoir dire « ne me suis pas ». Donc sur iOS par exemple tu veux dire l'application ne me suit pas, tu peux quand tu signes des formes tu dis non mais je veux pas de cookies et donc la plateforme n'a pas le droit de loguer publicitairement ce que tu as regardé. Donc elle le sait pour savoir à quel endroit tu es dans l'épisode, mais elle ne peut pas le dire à des annonceurs, à son ad server. Très bien. Et ce qui explique aussi pourquoi est-ce que si leur ad serveur n'est pas bien réglé, n'a pas les règles, etc., tu te tapes 40 fois la même pub. Alors que la logique, c'est que en fait, tu vois la pub un certain nombre de fois qui est dealée. Par exemple, si tu as une pub pour une voiture, si tu vois 40 fois la pub pour la voiture en une soirée, il y a de fortes chances que tu haïsses cette voiture et pas que tu aies envie de l'acheter. Donc au final, tu te retrouves avec des annonceurs qui peuvent dire mais je comprends pas, vous m'avez, j'ai fait un deal pour vous mettre 1 million de pubs dans le mois
Et en fait, vous m'avez mis 200 000 pubs chez Care en Picardie sur un week-end. Qu'est-ce que vous avez fait? Et donc ça, c'est pour avoir été dans ces réunions, c'est des trucs concrets qui peuvent arriver de problèmes avec les ad serveurs et où vous le vivez. À l'époque de Gaming Live ou même à l'époque de Gaming, les gens parfois disaient mais j'ai eu 40 fois la même pub pour un jeu et tout. C'est juste qu'à ce moment-là, il n'y avait que cette pub en stock et quand l'ad serveur était appelé pour envoyer une pub, il n'y avait que celle-là. Tu sais, tu parles de ça, de haïr les voitures et compagnie, mais sur la diffusion de la dernière saison de LOL Kirissa, oui, j'avais regardé. J'étais harcelé de pubs pour Haribo. Mais la pire pub en plus avec des adultes qui avaient une voix. Ils avaient des voix d'enfants. Enfin, c'était un cauchemar. Et ça m'a tellement gonflé que moi qui achetais régulièrement des bonbons Haribo, je reconnais, je n'en ai plus jamais acheté après. Les pubs pendant Bref 2. On a eu tellement de pubs que je me suis dit, ces marques-là, jamais je les achète. J'en avais marre. Ça m'a gonflé de voir 10 fois la même pub tous les soirs, quoi. Mais bref, c'est effectivement des trucs. Et accessoirement, enfin bref, je veux pas faire long sur la publicité, c'est sans doute pas pour ça que vous nous regardez. On enchaîne par du Star Wars. Il y a eu des annonces de livres sur Star Wars. Il y a donc Star Wars Legacy qui a été annoncé, qui est un roman dans la catégorie roman adulte. Donc ça veut pas dire roman où on se fait des bisous. C'est roman, parce que juste Star Wars, ils font les romans adultes, donc qui sont globalement pour les gens de 15+, le jeune adolescent qui est plutôt pour les 12+, enfin 12+, c'est du approximatif, hein, ce que je vous donne, 14, 12, 14, 13 qui est plutôt ado, et après il y a les enfants et jeunes enfants. Et donc là en l'occurrence, il y a roman adulte avec, donc ça s'appelle Star Wars Legacy de Madeleine Roux, qui sort le 28 juillet 2026 et qui va être sur les... Rousse. C'est Roux, féminin, R-O-U-X. Motus, voilà si tu avais la référence. Donc en gros, c'est l'héritage des Jedi et donc l'histoire, et c'est là où je veux en venir, c'est un truc qui c'est vraiment la vidéo des jingles. Intéressé, ouais. Des mauvais jingles, pour être honnête. Et c'est du coup le sujet du livre, excusez-moi, c'est l'héritage des Jedi de Rey et Leia. Et c'est donc moi qui ai lu les derniers livres qui sont sortis, donc j'ai lu les livres sur la Haute République, j'ai lu les livres sur Throne, il y a une trilogie sur Throne que je me suis faite et tout, et bah là je me suis dit c'est non. Tu veux. Voilà, je me suis dit là c'est non, là je me suis dit c'est gentil, mais non merci. Voilou. Et il y aura également un autre livre qui n'a pas de date et qui sera Eyes Like a Star, et c'est donc de Ashley Poston, c'est été 2026, donc excusez-moi, il y a une date, et lui qui sera en catégorie ado et qui sera sur un couple en quête de bonheur dans une galaxie tourmentée, et c'est juste avant la postologie. Voilà. C'est une biopic d'Anakin et Padmé. Alors c'est avant la postologie. Sur Naboo. Mais sur Naboo. Mais c'est encore une fois 1 an et demi avant la postologie, ça me fait penser à donc ça, il serait jeune, hein, Anakin. Ouais. Non, la postologie. Il serait pas en bon état. C'est plutôt ça que je veux dire. Mais Padmé non plus. Hein. Et Padmé non plus. Mais là, tu vois, tu me parles d'amour, ça m'a fait tout de suite penser à ça. Et ben moi, je vais vous parler de Jessica Jones, le personnage, Netflix, Marvel, qui était dans la bande à Daredevil. Et ben, vous le savez peut-être, va arriver dans la saison 2 de Daredevil Born Again. Elle est toujours interprétée par Kristen Ritter. Et en fait, là, il y a des rumeurs sur, finalement, est-ce qu'on pourrait voir Jessica Jones ailleurs. Et Kristen Ritter en a parlé lors du Comic-Con New York. Elle a dit, il y a beaucoup de choses que j'ai envie d'explorer, et avec Brad Winderbaum, qui est le nouveau big boss de Marvel Télé. Kevin Feige s'en occupe plus. Et elle a dit, donc avec Brad, on en a parlé, je ne vais rien dire car nous allons le faire. Donc elle tease un possible retour de Jessica Jones. Moi je serais assez étonné de revoir Jessica Jones en série sur Disney+. T'en penses quoi toi? Une nouvelle saison de Jessica Jones comme Daredevil, ou t'y crois pas du tout? Tout est possible. Alors là,
dans l'univers du MCU et c'est vrai tout qu'on est comprend plus possible. rien au MCU. On a des zombies, mais qui sont dans le MCU, mais pas vraiment. On a l'histoire du Wakanda. Enfin, Si, en fait, les zombies ils sont dans le MCU. les what... De quoi? Bah, oui, les ils sont zombies dans le MCU. l'univers étendu, sur une autre version de l'univers, bien sûr. Mais en fait, le truc, c'est que ce que je suis en train de te dire, c'est que tout est possible, mon pote. Ouais, tout est possible. Tiens, saurais-tu, mon cher Greg, me dire quel personnage de Harry Potter, la saga originale, sera aussi dans la série de HBO? Bah non, mon cher Kerr, quelle est cette personne très respectable? Eh ben, c'est un acteur qui va être content, lui qui a eu des mésaventures récemment sur sa dernière série, en l'occurrence Willow, puisque c'est Warwick Davis qui jouait donc dans la saga Harry Potter, donc Fitwick, et qui va jouer donc Fitwick aussi dans la série de HBO. C'est le seul, hein. Voilà. Bah moi, j'avais entendu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui allait revenir, mon cher Kerr. Qu'ils avaient vraiment, ils avaient vraiment essayé de le contacter pour qu'il ait le même rôle les deux fois, parce que les fans l'avaient apprécié. C'est Alan Rickman et il n'y a pas eu de nouvelles, donc du coup ils ont dû le recaster sans réponse, voilà. Ils ont laissé pas mal de messages sur son répondeur, mais il n'a pas daigné répondre. Les fans de Rickman qui sont très nombreux vont te détester. Mais pour moi c'est le meilleur Severus Rogue, de toute manière il n'y a pas de débat. Alors déjà c'est le seul et on n'a pas vu le deuxième encore. Imagine, le deuxième est complètement... C'est pas faux. Non, je juge les deux autres, puisque là maintenant il y en a deux autres. Il y a Riz Ahmed qui va jouer donc la version audiobook dont on parlait tout à l'heure, et il y a du coup celui dont j'ai complètement oublié le nom qui va être dans la série. Mais en fait, au théâtre, il n'y en avait pas. Bon, si, on a dû y avoir d'autres versions. Mais... Et au théâtre, en fait, il y a effectivement, on le voit, puisqu'il y a des voyages dans le temps, dans la pièce qui est de l'Enfant Maudit. Et je crois me souvenir qu'on le voit, effectivement. Bref. Tu t'es bien j'ai pas besoin de voir les autres pour savoir que c'est mon préféré. Voilà, c'était ce qu'il fallait dire. Et si vous aimez les Lego et tout ce qui est culture pop, ciné, etc., il y a deux sets que je voulais citer là qui sont sortis. Il y a Gizmo de Gremlins, voilà, qui est abordable. Bon, bien évidemment, ça reste du Lego. Hein. Et le Black Pearl, qui lui, bon, il va falloir grignoter un peu le PEL, puisqu'il est à 350. Tu sais qu'il y a écrit sur la boîte, vous n'aurez les moyens de payer le Black Pearl que si vous trouvez un trésor enfoui sous une plage dans les Caraïbes. C'est pas du tout étonnant. Mais tu sais, le fond-combe du Seigneur des Anneaux en Lego, c'est bien plus cher. C'est combien ? Bien plus cher. 550, je crois. Tu sais que... Mais là, ils viennent de sortir l'étoile noire. Là, j'en ai pas parlé parce que du coup, c'était hors catégorie. Mais ils viennent de sortir l'étoile noire, elle coûte $1000. Quoi ? Et c'est pas toute l'étoile noire, hein, c'est juste une tranche de l'étoile noire. C'est fou quand même. Bah, il me semble que c'est une tranche. Hein. Tu te rends compte qu'elle doit peut-être valoir, en matière première, elle doit peut-être valoir 50 ou 60 euros à tout casser, quoi. Ah bah, ils la vendent 1000. En plastique, quoi. C'est incroyable. Ouais. Ok. Du coup, passons à la suite. Non mais il faut pas céder comme ça. Ne consommez pas bêtement. Dit le mec qui a la Game Boy Lego qui vient juste de sortir. C'est vrai que celle-là est incompréhensible, quoi. Autant moi les consoles rétro ça me chauffe, mais la console Lego, elle est chouette. Non, elle est chouette. Elle est bien faite. Bref, donc du coup, on continue avec la news suivante. Alors, non, mais tu veux la vérité, surtout c'est que je me suis posé cette question. Mais je ne trouve plus de Game Boy. La mienne a disparu. Et je veux en trouver, mais tu vois, ça fait des années que j'ai pas vu une Game Boy en vente quelque part. Enfin, je veux dire, à des prix pas complètement dingues. Même une Game Boy qui marche plus. Hein. Je t'en parlerai. Moi, je m'en fiche, je l'avais en déco. Quand on n'est pas en vidéo. On enquille. La news suivante, mon cher Kerr. Il va y avoir 4 films d'animation sur le Batman.
Qu'est-ce qu'on passe de temps sur cette console qui n'a pas de pile, qui n'est pas jouable, qui ne peut rien C'est un faire? truc de dingue. J'ai tellement galéré à la remettre, je suis même pas sûr qu'elle est bien mise. Ok. Eh bien, Formidable. puisque c'est vraiment une émission de presque qualité, hein, wink De wink. presque qualité. Mais là, on est en train vraiment de partir sur les presque émissions de la décor. qualité. Voilà. Ok. Et donc, Culten déco. ouais. Et donc du coup, il y a 4 films d'animation Batman qui ont été annoncés. Le premier en 2026. Alors, les dernières années, ils en ont fait certains où ils sortaient certaines séries tous les 6 mois, d'autres c'était tous les ans. Donc je ne sais pas du tout quand sortiront les 3 d'après. C'est une adaptation de Batman Nightfall, qui était une série de comics qui avait énormément fait parler à l'époque, pour une raison que je ne vais pas vous dire parce qu'elle est un spoil extrêmement vénère de la fin. Et donc en gros, ces 4 films vont adapter le plan machiavélique de Ben pour essayer de réussir à gagner contre le Batman. Il veut à la fois le casser physiquement et mentalement. On va voir s'il réussit. Et donc ce qu'il fait dans le premier film, c'est qu'il va essayer de libérer tous les méchants de Gotham d'un coup. Alors les films ces derniers temps étaient parfois Et il va les super mettre sympas. il va les mettre tous les méchants dans un camion, Ben? Bah franchement, elle est mignonne. Franchement, Elle est mignonne. chouette. Ouais. Je suis très fier de moi. Et du coup, eh bien, ce que je disais, c'est que oui, donc la qualité des films d'animation chez DC était parfois cool, parfois moins sympatoche ces derniers temps. J'espère que c'est l'équipe qui fait les bons qui sera dessus. En tout cas, comme d'habitude. Alors, je suppose que si c'est comme d'hab, ce sera sans doute disponible à la vente en Blu-ray en France avant toute autre diffusion. J'enchaîne ou tu veux enchaîner, mon cher K? Non, je vais conclure parce que là, il y a une breaking news qui vient de tomber. Ah, Donc, je vais vous la partager. Apparemment, Danny Boyle aurait dit que Cillian Murphy serait dans le second et le troisième 28 ans plus tard. Et que ce serait une trilogie. Voilà. Il faut... si ça se confirme, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Bien sûr. ok. Du coup, news suivante, c'est Splinter Cell. Alors, et donc du coup, on a préparé une vidéo qui est là pour un peu dire ce que les analystes d'un côté, mais aussi Sony a carrément annoncé comme étant ce qui va arriver après les films de super-héros. Quelle sera cette grande avalanche d'adaptations et de nouvelles IP. Et donc, on vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo. Et justement, sur ce sujet, il y a une adaptation de Splinter Cell qui va s'appeler Splinter Cell Dead Watch. Donc, c'est des jeux vidéo qui sont eux-mêmes, si je ne me trompe pas, des adaptations de l'univers de Tom Clancy. Alors là, je m'avance un peu, je suis pas sûr, mais donc ce sont des adaptations de jeux vidéo qui étaient produits par Ubisoft il y a quelques années. C'était un peu le 24 heures chrono de l'époque. Eh bien, ils ont validé le projet, Ubisoft l'a validé, ça sera diffusé sur Netflix. J'enchaîne pour les fans de Jedi Fallen Order et de Jedi Survivor qui sont... alors j'ai fait Jedi Fallen Order et je peux dire que c'est un jeu exceptionnel. Et donc qui sont fans de Cameron Monaghan qui a joué entre autres dans la série Gotham où il jouait le Joker. Eh bien il est... Dans Shameless. Et dans Shameless, effectivement aussi, qui est un très bon acteur, et donc qui va faire le préquel de Bosch, qui s'appelle Start of Watch, qui a été validé par MGM+. Donc MGM+, généralement, ça sort sur Amazon Prime, ce qu'ils font, si je ne me trompe pas. Et je sais qu'il y a des fans dans les commentaires de la série Bosch, donc j'espère que ça vous plaira. Est-ce que tu veux enchaîner ou est-ce que tu as tout fini, mon cher Kerr? Ah non, mais moi j'ai terminé avec ma breaking news. Et on va terminer par une news finale qui est sur YouTube. Eh bien, YouTube va complètement changer son interface. Alors, le navigateur, là, le machin dans lequel on est, là,
va changer. Ils ont prévu un navigateur beaucoup plus simple, beaucoup plus allégé. Accessoirement, je le trouve aussi plus joli. Et dans les gros changements, ils vont mettre plus en avant les boutons de partage, de like, etc. Puisque c'est effectivement la meilleure manière pour que entre vous et nous on puisse discuter quand une vidéo vous plaît, quand une vidéo ne vous plaît pas. N'hésitez surtout pas à utiliser ces boutons. Ça nous permet de savoir quel est votre ressenti sur la vidéo. Si vraiment on n'y est même plus à la presque qualité, ce que j'ai envie de dire est peut-être une vérité sur cette vidéo. Et ils vont changer quelque chose qui va nous toucher tous, c'est les commentaires. Ils vont refondre visiblement complètement la section commentaires et notamment y inclure des fils de discussion. Alors de ce que j'ai compris, l'idée, l'inspiration, c'est un peu Reddit et d'avoir des flux organisés. Voilà. Alors on en parlait un peu off avec Kerr. Ça a effectivement un intérêt qui est peu intéressant si c'est juste pour mettre un petit commentaire comme ça, mais par contre sur les vidéos tutoriels par exemple ou sur les vidéos débats ou s'il y a un sujet particulier qui sort d'une vidéo, d'en faire une suite de posts qui puisse du coup être consulté après, où les gens puissent voir des infos. Par exemple, les vidéos tuto, souvent dans les commentaires, on voit les gens qui remettent à jour les liens de la vidéo, ou qui disent « Ah, mais cette ligne de code, elle marche pas, il faut utiliser celle-ci, etc. etc. » Donc c'est vraiment pour augmenter le côté communautaire, échange d'informations entre tout le monde. Voilà, mon cher Kerr, qu'est-ce que tu en penses de ça ? J'attends de voir, pourquoi pas. J'ai pas d'avis tranché. C'est pas mon genre. C'est très bien. En off, il me disait c'est de la merde. On en avait l'impression que c'était coff et tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. On n'a pas besoin de ça. Mais Internet de 90 avec mon modem ADSL, c'était le meilleur. Et là, et visiblement, il a pris un petit chocolat, ça l'a calmé. Moi, je suis ouvert à tout, les gars. Franchement, les nouveautés, je suis preneur. Non, mais avec la présentation que t'en fais, tu as su me convaincre de ne pas avoir d'avis et de ne plus être d'un avis aussi négatif. Voilà. Terminons par un sujet qui est juste un hors-sujet et c'est Instagram. Il y a la semaine dernière, je vous avais parlé de Sora 2 qui était sorti aux États-Unis, qui permet de générer des vidéos d'IA de 10 secondes qui sont particulièrement réalistes. Et je suis allé par folie, je n'ai pas d'autres mots, sur Instagram. Et la plateforme est fichue. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. Là, je suis vraiment hors sujet. Chaque vidéo que je swipais était un enfant qui fait un câlin à un chat. La vidéo est fake. Un enfant qui est en danger. La vidéo est fake aussi. Un feu de forêt. La vidéo était fake. Enfin, en fait, le truc, c'est que tout était bidon. Il y a eu une news qui était tellement réaliste que je me suis demandé si c'est vrai ou pas. Donc, j'ai quitté Instagram pour aller vérifier. Au final, j'ai passé plus de temps sur les sites d'infos. Et c'est fou parce que du coup Instagram étant plutôt sur des vidéos courtes, du coup Sora à générer des vidéos courtes, ça impacte énormément Insta. Et à côté de ça, franchement, je pense que dans quelques années, quand il y aura la possibilité de générer des vidéos plus longues, YouTube sera sans doute touché. Pour l'instant, c'est pas le cas puisque 10 secondes de vidéo sur YouTube, en tout cas les vidéos classiques, pas les shorts, ça a peu de chances d'être un méga carton. Mais du coup, c'est très surprenant parce que je vous parle souvent d'IA. Là, concrètement, je ne sais pas comment va réagir Instagram. Ils vont sans doute mettre beaucoup plus d'obligations de prouver que la vidéo est vraie ou pas. Je ne sais pas comment ils vont se débrouiller. Et puis les gens trouvent plein d'idées pour mettre des émoticônes, du texte, pour cacher les watermarks, donc le logo de Sora qui apparaît régulièrement. C'est un sacré boxon et ça fait une semaine que c'est là. Je suis bien curieux de savoir comment ça va apparaître, mais à titre personnel, j'ai lâché, alors j'y étais pas beaucoup, mais là pour le coup j'ai complètement lâché Instagram à cause de ça. Donc je sais pas quel est votre avis à vous, mais l'impact de ces arrivées de ces IA vidéo, on en parlait la dernière fois sur les studios, les IP et tout, mais là globalement sur les plateformes réseaux sociaux, ça a un impact qui est très fort.
Voilà. Petit hors-sujet, mais j'avais envie d'avoir un avis un peu de toute la communauté des gens qui regardent la vidéo, et pas que le mien. Mon cher Kerr, je te laisse clôturer après ce petit hors-sujet de ma part. Eh ben, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à réagir sur ce que vient de dire Greg et réagir sur d'autres sujets abordés dans la vidéo. Bien évidemment, ça nous fera plaisir. Merci aux tipeurs pour votre soutien. Sans vous, il n'y a pas tout ça. N'hésitez pas à booster aussi. Apparemment, il faut booster. Ah bah, si il faut. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner. On se retrouve très vite. Ciao.